Les portes colossales de la chambre du Conseil galactique s'ouvrirent en un sifflement, dévoilant un spectacle qui aurait terrifié la plupart des êtres de la galaxie. 12 espèces différentes siégeaient autour de l'immense table circulaire, toutes armées jusqu'aux dents. L'air crépitait de tension, alors que des armes énergétiques ronronnaient doucement et que des lames traditionnelles scintillaient sous les lumières artificielles. Les Zéphiriens étaient arrivés les premiers, comme à leur habitude. Leur forme reptilienne était revêtue d'armures de cérémonie qui servaient également de protection réelle. Sistak, le chef de guerre, portait une épée plasma à son côté et était flanqué de 2 gardes du corps. Ses yeux jaunes balayaient constamment la pièce à la recherche de menaces. C'était leur manière de faire. En face d'eux, la délégation Menturi bruissait discrètement entre eux. Ces êtres insectoïdes se déplaçaient en groupes de 7, chacun transportant des bioarmes poussant directement de leur corps. Leurs yeux composés reflétèrent la lumière en des motifs arc-en-ciel, observant le moindre mouvement dans la pièce. La confiance n'était pas chose aisée pour une conscience collective. Les Vorax cristallins s'étaient positionnés près des conduits d'énergie qui alimentaient la station. Leur corps luisait d'un faible éclat bleu et de petits éclairs dansaient entre leurs doigts. Ils pouvaient transformer n'importe quel appareil électronique en arme si nécessaire. Leur délégué, un être nommé Résonance de Victoire, se tenait debout plutôt qu'assis, l'énergie crépitant autour de lui comme une tempête. Une par une, les autres espèces firent leur entrée. Les Gromax arrivèrent dans leurs armures motorisées, chacune de la taille d'un petit bâtiment. La confédération atériale flottait dans des champs de confinement, leurs formes gazeuses vacillant entre visibles et invisibles. Les collectionneurs d'ossements portèrent leurs armes traditionnelles, fabriquées à partir des squelettes de leurs ennemis. Chaque groupe apportait une puissance de feu suffisante pour raser une ville. Puis, la délégation humaine arriva. Le commandant Jake Peterson franchit les portes, vêtu d'un simple uniforme bleu, sans armure, sans armes et sans garde du corps. Il ne portait qu'une tablette de données basiques et une tasse de café. Derrière lui venait l'amiral Lisaka et 3 autres humains, tous également désarmés. Il semblait presque absurdement pacifique comparé aux armadas ambulantes déjà installées autour de la table. La réaction fut immédiate. La tête de Sistak s'inclina sur le côté, un signe de confusion chez son peuple. Le bourdonnement des Mentari s'intensifia alors qu'ils communiquaient rapidement entre eux. Les décharges énergétiques des Vorax augmentèrent, créant de petites étincelles dans l'air. « Où sont vos armes, humains ?» demanda Sistak, sa voix portant le sifflement naturel de son espèce. « Pensez-vous que c'est une réunion pacifique ?»« Nous faisons face aux chasseurs du vide. Ils ont déjà consommé 3 systèmes stellaires. » Jake Peterson sourit et s'assit à la table. « Nous savons exactement à quoi nous faisons face, chef de guerre. C'est précisément pourquoi nous sommes venus désarmés. » Cette réponse sembla déconcerter encore plus les extraterrestres. La voix mécanique du délégué Gromax retentit de son armure. Confusion enregistrée. Les humains semblent souffrir d'un dysfonctionnement cognitif. L'évaluation de la menace indique un danger maximal. La réponse logique est un armement maximal. L'amiral Lisakain se leva lentement, s'assurant que ses mouvements étaient calmes et non menaçants. « Je comprends votre confusion. Permettez-moi d'expliquer notre philosophie. Nous avons étudié tous les principaux conseils de bataille de l'histoire galactique. Nous avons examiné les données. » Elle activa un affichage holographique au centre de la table. Des chiffres et des graphiques apparurent, montrant des statistiques de centaines de conflits antérieurs. Au cours du dernier millénaire, 342 conseils de bataille majeurs ont été formés pour faire face à des menaces à l'échelle de la galaxie. Parmi ces conseils, où chaque délégué est venu armé, seulement 79 ont réussi à maintenir l'unité tout au long du conflit. C'est un taux de succès de 23%. Les chiffres flottaient dans l'air, comme une accusation. Les délégués extraterrestres regardèrent les données, puis se regardèrent mutuellement. De nombreuses mains se rapprochèrent des armes. « Votre argument ?»
demanda la déléguée éthérée, sa voix provenant d'un dispositif de traduction puisque sa forme gazeuse ne pouvait pas parler dans l'atmosphère. Le fait est que les conseils armés ont tendance à se désagréger, dit Jake Peterson, prenant une gorgée de son café. Lorsque tout le monde est prêt à se battre, quelqu'un finit par le faire, généralement les uns contre les autres, plutôt que contre le véritable ennemi. La forme cristalline de résonance de victoire pulsa plus fort. Vous suggérez que nous nous désarmions, que nous nous rendions vulnérables à la trahison. C'est de la folie. Non, répondit l'Isaquin. Nous suggérons que nous, les humains, servions de médiateurs neutres. Nous ne pouvons menacer personne ici, donc vous n'avez pas besoin de nous menacer. Nous pouvons nous déplacer librement entre vos groupes, transmettre des messages et aider à coordonner sans que personne ne s'inquiète de nos agendas cachés. Le délégué collectionneur d'ossements éclata de rire. Un son comparable à des rochers qui se brisent. Les humains se croient spéciaux. Ils pensent être au-dessus du besoin d'armes. Vous êtes une espèce de proie. Oui, faible et molle. Jake Peterson acquiesça calmement. Vous avez absolument raison. Nous sommes mous. Nous n'avons pas d'armure naturelle comme les Apiriens. Nous ne pouvons pas générer d'armes énergétiques comme les Vorak. Nous n'avons pas l'intelligence collective des Manturi ou la force brute des Gromax. Nous sommes probablement l'espèce physiquement la plus faible de cette pièce. Alors pourquoi devrions-nous vous écouter ? Exigea Sistak. Parce que, dit Jake, se levant et marchant lentement autour de la table, nous avons survécu à tout ce que notre galaxie nous a jeté à la figure, non pas en étant les plus forts, mais en étant les meilleurs pour travailler avec les autres. Nous n'avons pas besoin d'être le plus grand prédateur de la pièce. Nous avons besoin d'être l'espèce en qui tous les prédateurs ont confiance. Tandis qu'il marchait, aucun des délégués extraterrestres ne tendit la main vers ses armes. Ils auraient pu le tuer facilement, mais quelque chose dans son calme confiant les fit hésiter. Il s'arrêta derrière la délégation Mantari. « Votre conscience collective vous donne une coordination parfaite au sein de votre propre peuple, leur dit-il. Mais elle vous rend difficile de faire confiance aux étrangers parce que vous ne pouvez pas lire leurs pensées. » Les Manturi bourdonnèrent discrètement, reconnaissant la vérité de ses propos. Il se déplaça vers les Vorak. « Votre manipulation de l'énergie vous rend incroyablement puissant, mais cela signifie aussi que tout le monde vous considère comme une menace potentielle, même vos alliés gardant leur distance. » L'éclat de résonance de victoire diminua légèrement. C'était également vrai. Jake termina son tour de table et retourna à sa place. Chaque espèce ici a évolué pour être un prédateur, ou pour se défendre contre les prédateurs. Cela vous a tous rendus forts, mais cela vous a aussi rendus tous méfiants les uns envers les autres. Vous ne pouvez pas vous en empêcher. C'est dans votre nature. L'amiral Kane activa un autre affichage holographique. Les chasseurs du vide sont à 3 jours du secteur de Kepler. Ils ont détruit tout sur leur passage. Nous avons besoin d'une réponse unifiée, et nous en avons besoin maintenant. La question est, voulez-vous un conseil où tout le monde passe la moitié de son temps à se surveiller mutuellement pour des signes de trahison? Ou voulez-vous un conseil où vous pouvez vous concentrer entièrement sur l'ennemi? La chambre tomba dans le silence, à l'exception du bourdonnement de diverses armes et du doux crépitement du champ d'énergie Vorax. Les délégués extraterrestres se regardèrent mutuellement, puis les humains, puis les rapports dévastateurs des attaques des chasseurs du vide affichés sur les écrans holographiques. Finalement, Sistak prit la parole. « Que proposez-vous, humains ?» Jake Peterson sourit et ouvrit sa tablette de données. « Nous proposons de vous montrer quelque chose qu'aucune autre espèce n'a jamais vu. Un plan de bataille créé par quelqu'un qui ne veut pas être le héros de l'histoire. Quelqu'un qui veut juste que tout le monde rentre chez soi en toute sécurité. » La réunion qui allait décider du destin de la galaxie était sur le point de commencer. L'amiral Lisaka le rejoignit, ajoutant ses propres données à l'affichage. Ils montrent également un schéma d'évitement de certains types de résistance. Regardez le système Hesperis. Les Aphiriens y ont tenu bon avec tout ce qu'ils avaient. Les chasseurs du vide l'ont complètement contourné et ont frappé 3 systèmes non défendus à la place.
le capitaine Ben Murphy et d'autres officiers humains s'avancèrent. Ils ne cherchent pas de bataille glorieuse, ils veulent des victoires faciles et des progrès constants. Chaque fois que quelqu'un met en place une défense coordonnée avec plusieurs espèces travaillant ensemble, les chasseurs du vide se retirent et trouvent une cible plus facile. Les délégués extraterrestres se tortillèrent inconfortablement. Ce n'était pas ainsi qu'ils concevèrent la guerre. Dans leur esprit, l'ennemi devait vouloir affronter les adversaires les plus forts pour prouver sa supériorité. « Que suggérez-vous » demanda la déléguée éthérée, sa forme gazeuse s'agitant. Jake activa un nouvel affichage montrant les itinéraires d'évacuation et les schémas de transport civil. Nous suggérons que ce n'est pas vraiment un problème militaire, c'est un problème logistique. Les chasseurs du vide réussissent parce qu'ils créent le chaos et la panique. Les gens fuient dans des directions aléatoires, engorgeant les couloirs spatiaux et rendant impossible une défense coordonnée. L'affichage montrait comment les évacuations précédentes avaient échoué. Des vaisseaux étaient entrés en collision en essayant de s'échapper par les mêmes points de saut. Les vaisseaux militaires avaient été ralentis par le trafic civil. Les convois d'approvisionnement avaient été bloqués derrière les flottes de réfugiés. « Votre solution est de mieux fuir » exigea Sistak, sa queue fouettant d'irritation. « Notre solution est de rendre la fuite inutile » répondit Ben Murphy. « Regardez ce schéma. Les chasseurs du vide attaquent par vagues. D'abord, ils envoient des éclaireurs pour identifier les cibles et créer la panique. Ensuite, ils envoient des pillards pour perturber les communications et les lignes d'approvisionnement. Enfin, ils amènent leur force principale pour achever ce qui reste. » Lisa Kane mit en évidence la chronologie. Il y a toujours un écart de 6 jours entre le premier contact des éclaireurs et l'attaque principale. 6 jours pendant lesquels tout le monde panique et prend de mauvaises décisions au lieu de se préparer correctement. Nous proposons d'utiliser ces 6 jours différemment, continua Jake. Au lieu que chaque espèce défende son propre territoire, nous créons des groupes de défense mobiles, des flottes mixtes avec des vaisseaux de plusieurs espèces, chacune couvrant un aspect différent de la bataille. L'affichage montrait une nouvelle formation. Les vaisseaux aphiriens fournissaient une puissance de feu lourde, mais ils étaient protégés par les boucliers énergétiques Vorak et soutenus par les chasseurs en SM Manchurie. Les vaisseaux Gromax servèrent de forteresses mobiles, où les vaisseaux endommagés pouvaient s'abriter et se réarmer. Les collecteurs d'os s'occuperaient des abordages en combat rapprochés, expliqua Ben. La Confédération athéréale pourrait fournir de la reconnaissance et des communications non interceptables. Chaque espèce apporte ce qu'elle fait de mieux, mais en tant que partie d'une force unifiée, les délégués extraterrestres semblaient sceptiques. Les Manchuris bourdonnaient rapidement entre eux. La complexité de la coordination augmente exponentiellement avec les opérations de flotte mixte. L'esprit de ruche ne peut pas contrôler efficacement les vaisseaux non-maris. « C'est exactement pourquoi vous avez besoin de nous », dit Jake calmement. « Nous, les humains, sommes spécialisés dans la coordination entre différents groupes. Nous l'avons fait toute notre histoire sur notre planète. Nous avions des centaines de cultures, de langues et de façons de penser différentes. Nous avons appris à les faire travailler ensemble. » Il se dirigea vers la délégation Mantari. « Vous n'avez pas besoin de contrôler les autres vaisseaux. Vous avez juste besoin de faire confiance à ce qu'ils feront leur travail, et ils ont besoin de vous faire confiance pour faire le vôtre. » Se tournant vers les Vorak, il continua. « Vos boucliers énergétiques peuvent protéger les vaisseaux Zéphériens pendant qu'ils chargent leurs armes. Leurs canons à plasma peuvent fournir une couverture pendant que vous rechargez vos barrières. Ce n'est pas une question de qui est le plus fort, c'est une question de timing. » La forme cristalline de Resonance of Victories pulsa pensivement. Coopération tactique possible, mais exigence de confiance significative. La confiance se construit par des succès partagés, déclara Lisa Kane. Nous proposons des exercices d'entraînement conjoints avant l'arrivée des chasseurs du vide. De petites missions où différentes espèces travaillent ensemble sur des objectifs simples renforcent progressivement la confiance. Le silence s'abattit sur la pièce alors que les extraterrestres considéraient cette proposition. Cela allait à l'encontre de tous leurs instincts. Leurs espèces avaient survécu en étant autonomes, en ne faisant confiance qu'à leur propre genre.
Comment savons-nous que vous, les humains, n'essayez pas simplement de nous contrôler? Demanda le délégué des collecteurs d'os, sa voix ressemblant à une pierre qui grince. Jake Peterson sourit. Parce que nous sommes les seuls ici qui ne pouvons contrôler personne. Nous n'avons pas de pouvoirs mentaux comme les Manturis. Nous ne pouvons pas drainer l'énergie comme les Vorak. Nous ne pouvons intimider personne comme les Gromax. Tout ce que nous pouvons faire, c'est suggérer et coordonner. Et si nous n'aimons pas vos suggestions? Demanda Suzak. Alors vous les ignorez, dit simplement Ben Murphy. Nous ne sommes pas vos commandants, nous sommes vos traducteurs. Quand les Apiriens veulent charger en avant et que les Manturis veulent encercler l'ennemi, nous vous aidons à trouver comment faire les deux en même temps. L'amiral Cain activa une dernière projection. Le choix vous appartient. Vous pouvez chacun combattre les chasseurs du vide séparément en utilisant les mêmes tactiques qui ont déjà échoué 17 fois. Ou vous pouvez essayer quelque chose de nouveau. L'affichage montrait 2 scénarios. Dans le premier, chaque espèce combattait seule et était vaincue une par une. Dans le second, elles combattaient ensemble et les chasseurs du vide se retiraient pour trouver une proie plus facile. La prochaine vague d'attaque commence dans 3 jours, dit Jake, regagnant sa place. Quoi que nous décidions, nous devons le décider maintenant. Le débat durait depuis 2 heures. Chaque espèce avait des opinions sur la proposition humaine, et la plupart de ces opinions contenaient les mots « impossible » ou « suicidaire ». Les Manturis insistaient sur le fait que leur tactique d'esprit unique ne pouvait être adaptée pour inclure des étrangers. Les Apiriens soutenaient que leur code d'honneur les empêchait de se cacher derrière des boucliers énergétiques. Les Vorak affirmaient que le partage de leur technologie énergétique les rendrait vulnérables. Jake Peterson resta silencieux tout du long, prenant parfois des notes sur sa tablette. Il ne se disputait pas et n'essayait de convaincre personne. Il se contentait d'écouter et de hocher la tête, posant parfois des questions simples qui faisaient réfléchir plus attentivement les orateurs sur leur position. La doctrine de combat Gromax exige une chaîne de commandement claire, annonça le délégué mécanique. Qui commande une flotte mixte? Qui donne les ordres pendant le combat? Avant que Jake ne puisse répondre, les lumières de la chambre vacillèrent. Des alarmes d'urgence commencèrent à retentir dans toute la station. Les portes blindées menant à la chambre se refermèrent avec un grand bruit sourd qui résonna dans la pièce. « Alerte de sécurité », annonça une voix via le système de communication. « Infiltré hostile détecté. Tous les délégués doivent rester en position sécurisée jusqu'à ce que la menace soit neutralisée. » La réaction fut immédiate et prévisible. Des armes apparurent dans des mains qui étaient vides quelques instants auparavant. Les Apiranes formèrent un cercle défensif autour de leur chef, leurs épées plasma s'allumant avec un bourdonnement. Les Manturis se répandirent dans la pièce, leurs bioarmes s'allongeant de leurs bras comme des fleurs mortelles en éclosion. Les décharges d'énergie des Vorax augmentèrent considérablement, créant une barrière crépitante autour de leur position. Chaque espèce supposait que toutes les autres espèces pouvaient être la menace. Les collecteurs d'os pointèrent leurs armes sur la Confédération athéréale, les soupçonnant d'utiliser leur forme gazeuse pour infiltrer la station. Les Gromax activèrent leur système d'armure et ciblèrent quiconque bougeait trop vite. L'alliance délicate qui s'était lentement formée s'écroula en quelques secondes. « Rendez-vous !» siffla Sustak aux Manturis, qui s'étaient repositionnés trop près de sa délégation. « Maintenez la distance ou faites face aux conséquences. » La ruche détecte des niveaux de menace élevés de la position Zafiran, répliquèrent les Manturis, leur bourdonnement prenant un ton agressif. Recommande la dispersion immédiate de tout le personnel armé. La barrière énergétique des Vorax s'étendit, repoussant tout le monde vers les murs. Protocole défensif engagé. Toutes les formes de vie organique maintiennent une distance de sécurité minimale. Au milieu de ce chaos, les 5 humains restèrent exactement là où ils étaient assis. Ils n'avaient pas d'armes à brandir, pas de position défensive à prendre, pas d'armure à activer. Ils étaient complètement vulnérables. Et d'une certaine manière, cela en faisait les personnes les plus en sécurité dans la pièce. « Amiral Cain », dit Jake calmement, comme si des armes énergétiques mortelles n'étaient pas pointées dans toutes les directions autour de lui. Pourriez-vous vérifier les capteurs internes de la station? Découvrir à qui nous avons réellement affaire?
Lisa Kane se leva lentement et se dirigea vers la console de contrôle centrale. Chaque extraterrestre dans la pièce suivit son mouvement, mais aucun d'entre eux ne pointa d'arme sur elle. Elle ne pouvait menacer personne, elle n'était donc pas perçue comme une menace. Les capteurs montrent 3 signes de vie non autorisés dans la section inférieure de l'ingénierie, rapporta-t-elle après un instant. Ils se dirigent vers le cœur énergétique principal. Le lieutenant Amy Foster, l'une des autres officiers humaines, se dirigea vers la délégation Manturie. Ils auraient pu la tuer en une pensée, mais à la place, ils la laissèrent approcher. Vos biocapteurs sont plus sensibles que l'équipement de la station. Pouvez-vous détecter l'espèce des intrus? Les yeux composés des Manturie se concentrèrent sur elle un instant. Puis, ils commencèrent à bourdonner rapidement entre eux. La ruche confirme 3 signes de vie, signature énergétique correspondante, unité de reconnaissance des chasseurs du vide. La nouvelle envoya une nouvelle vague de tension dans la pièce. Il ne s'agissait pas seulement de saboteurs ou d'ennemis politiques. Il s'agissait d'éclaireurs avancés de la force même qu'ils avaient prévu de combattre. Ils essaient probablement de désactiver les défenses de la station avant l'attaque principale, dit le sergent Dan Clark, un autre officier humain. Il marcha calmement vers la position Vorak. Résonance de la victoire. Votre peuple peut-il tracer le réseau électrique et identifier les systèmes les plus vulnérables? La forme cristalline de l'être pulsa plus vivement alors qu'il interfaçait avec les systèmes électriques de la station. Le cœur énergétique présente des fluctuations. Les chasseurs du vide tentent de créer une défaillance en cascade. « Combien de temps avons-nous » demanda Jake. « 17 minutes avant la défaillance totale du système » fut la réponse. Les délégués armés se regardèrent avec une suspicion croissante. Les collecteurs d'os accusèrent la Confédération athéréale d'avoir laissé entrer les intrus grâce à leur technologie de phase dimensionnelle. Les Éthérianes suggérèrent qu'une des autres espèces était secrètement alliée aux chasseurs du vide. Les Manturie calculèrent la probabilité de trahison de chaque délégation et les trouvèrent toutes inacceptablement élevées. Pendant ce temps, le capitaine Ben Murphy s'était dirigé vers les portes blindées scellées. Ces verrous d'urgence ne peuvent être ouverts que depuis le centre de sécurité ou par quelqu'un ayant un accès à l'ingénierie. Nous devons descendre là-bas et arrêter le sabotage, mais nous ne pouvons pas le faire d'ici. Les conduits de ventilation, suggéra Amy Foster. Ils sont trop petits pour la plupart des espèces, mais les humains pourraient s'y faufiler. Absolument pas, tonna le délégué Gromax. Des humains entrant dans l'infrastructure de la station représentent un risque de sécurité. Cela pourrait faire partie d'une attaque coordonnée. Alors que suggérez-vous ? Demanda Jake calmement. Le silence s'abattit sur la pièce, à l'exception du bourdonnement des armes et du crépitement des champs d'énergie. Chaque espèce avait le pouvoir de franchir les portes blindées ou d'accéder à la section d'ingénierie, mais aucune ne se faisait suffisamment confiance pour baisser ses défenses. Ils étaient piégés par leurs propres soupçons. « J'y vais !» dit Jake, se levant et se dirigeant vers la grille de ventilation. « Je ne suis pas armé, donc je ne peux pas planifier une attaque. Et si je ne reviens pas, vous saurez que les chasseurs du vide m'ont eu. »« C'est de la folie !» protesta Tack. « Tu es une peau tendre. Tu n'as pas d'armure, pas d'armes, aucun moyen de te défendre contre les éclaireurs des chasseurs du vide. »« C'est exactement pourquoi je dois y aller, » répondit Jake, sortant un simple kit d'outils de la poche de son uniforme. « Tous les autres dans cette pièce sont trop dangereux pour être fiables. Vous vous regardez tous en vous demandant qui pourrait vous trahir. Mais personne ne s'inquiète de ma trahison, parce que je ne pourrais pas vous faire de mal, même si je le voulais. » Il commença à dévisser la grille de ventilation. « Amy, j'ai besoin que tu coordonnes avec les Manturie. Leurs biocapteurs peuvent suivre ma progression et me guider vers le bon endroit. Dan, travaille avec les Vorak pour surveiller les systèmes d'alimentation et me dire lesquels prioriser. Ban, demande aux Apiriens de préparer une équipe d'intervention au cas où je rencontrerais des problèmes que je ne pourrais pas gérer. »« Qu'en est-il de nous ?» demanda le délégué Gromax. « Gardez la pièce, » dit simplement Jake. « S'il s'agit d'un piège et qu'il y a d'autres intrus qui arrivent, nous devons savoir que cette chambre est sécurisée. » Alors qu'il grimpait dans le conduit de ventilation, quelque chose de remarquable se produisit. Les délégués extraterrestres s'étaient mis à coopérer, non par confiance mutuelle,
mais parce qu'ils accordaient leur crédit à l'être humain, qui s'était totalement exposé pour les aider. Les Manturis transmirent des données de capteurs détaillés. Les Vorak surveillèrent chaque fluctuation de puissance. Les Aphiriens se positionnèrent pour parer à toute urgence. Même les espèces qui s'étaient mutuellement menacées avec leurs armes quelques instants auparavant se mirent à coordonner leurs efforts. La voix de Jake parvint par le système de communication, alors qu'il se faufilait dans les conduits étroits. Je vois la section d'ingénierie. 3 silhouettes travaillent sur le cœur énergétique. Ils ne m'ont pas encore remarqué. La ruche recommande une approche furtive. Les Manturis bourdonnèrent. Les éclaireurs chasseurs du vide possèdent des capacités sensorielles améliorées. Les capteurs Fortac indiquent que le couplage énergétique principal est endommagé à 73%. Résonance de victoire signalée. Cible prioritaire de réparation. La réponse de Jake fut calme et assurée. Compris. Je vois le couplage sur lequel il travaille. Donnez-moi 30 secondes pour me positionner, puis créer une diversion. Quel genre de diversion ? Demanda Sisak. Vous trouverez bien quelque chose, répondit Jake. Vous êtes tous très doués pour être menaçants. L'assemblée entra en action concertée. Chaque espèce apporta ses forces pour aider l'humain désarmé qui avait volontairement risqué sa vie pour eux tous. Et pour la première fois depuis le début du conseil, ils ne se surveillaient plus pour déceler des signes de trahison. Tous avaient les yeux fixés sur la même cible. La voix de Jake Peterson grésillait dans le système de communication alors qu'il œuvrait dans la section d'ingénierie. Le couplage énergétique est remis en service. Les éclaireurs chasseurs du vide se replient par les tunnels de maintenance. Je ne peux pas les suivre ici, mais ils se dirigent vers le quai d'amarrage. L'équipe d'intervention zéphirienne réagit, annonça Sisak, sa méfiance originelle temporairement oubliée. Nous les intercepterons au quai d'amarrage 7. Négatif, répondit Jake. Laissez-les partir. L'assemblée éclata en protestation. Le délégué Gromax, d'une voix mécanique, tonna. Acquisition de cible optimale. Pourquoi autoriser l'ennemi à s'échapper ? Parce que nous voulons qu'ils fassent leur rapport à leur commandant, expliqua Jake en remontant le conduit de ventilation. Nous voulons que les chasseurs du vide croient que leur sabotage a fonctionné, qu'ils pensent que les défenses de la station sont compromises et que le conseil est en plein chaos. Tandis que Jake émergeait, poussiéreux mais indemne, un changement fondamental s'opérait dans la pièce. Les armes étaient toujours dégainées, mais elles n'étaient plus pointées les unes sur les autres. Les délégués extraterrestres regardaient les humains avec un sentiment inédit, le respect. Tromperie tactique. Les Manturis bourdonnèrent avec approbation. La ruche estime à 73% la probabilité que la surconfiance ennemie entraîne des erreurs stratégiques. Le général Carol Wright, qui avait suivi la situation depuis le centre de commandement humain, apparut sous forme d'hologramme dans la salle. La tentative de sabotage confirme nos renseignements sur les tactiques des chasseurs du vide. Ils essaient toujours de diviser leurs ennemis avant d'attaquer. La question est, allons-nous les laisser réussir ? Le cristal de résonance de victoire s'assombrit légèrement en traitant cette information. Hux s'interroger sur la fin des risques de l'humain Peterson pour préserver l'Alliance. La doctrine tactique standard suggère la préservation individuelle avant les objectifs du groupe. Explication requise. Jake secoua la poussière de son uniforme et se rassit à la table. C'est là la différence entre la pensée militaire humaine et celle de tout le monde. Nous ne considérons pas la survie individuelle et la survie du groupe comme des choses distinctes. Si le groupe échoue, l'individu échoue aussi. L'amiral Lisa Kane réactiva l'affichage central, mais cette fois-ci, il montrait des statistiques différentes. Carol a raison sur la nécessité d'aborder le vrai problème ici. Nous avons tourné autour pendant des heures, mais quelqu'un doit le dire directement. L'écran affichait les dossiers de combat de toutes les espèces présentes dans la salle. Taux de victoire, statistiques de perte, durée d'alliance réussie. Les chiffres peignaient un tableau clair. Chaque espèce était formidable en combat individuel, mais terrible pour maintenir une coopération à long terme. L'Empire zapyrien a remporté 847 campagnes militaires distinctes au cours du dernier siècle, poursuivit Lisa. Un dossier impressionnant,
mais vous avez également connu 23 guerres civiles et 156 duels honorifiques entre clans alliés lors d'opérations conjointes. La queue de Suzash fouetta d'irritation, mais il ne nia pas l'accusation. Le collectif Manturi a une coordination parfaite au sein de la ruche, continua-t-elle. Mais vous n'avez jamais réussi à maintenir une alliance avec des espèces non ruches pendant plus de 6 mois. La confiance exige une prise de décision individuelle, et ce n'est pas ainsi que fonctionnent les esprits de ruche. Le bourdonnement de la délégation Manturi se fit plus discret, reconnaissant la vérité. Les Vorak possèdent la technologie défensive la plus avancée de la galaxie, mais vos barrières énergétiques rendent la coopération physique impossible. Vous ne pouvez littéralement laisser personne s'approcher suffisamment pour travailler efficacement avec vous. Tour à tour, Lisa passa en revue chaque espèce, soulignant les avantages évolutifs qui les avaient rendus de grands guerriers, mais de terribles alliés. Les gros Max étaient trop terre à terre pour comprendre la ruse et la diversion. Les chasseurs d'os valorisaient la gloire personnelle plus que la victoire du groupe. Le déphasage de la Confédération athéréenne les rendait impossibles à coordonner en temps réel. « Alors pourquoi devrions-nous écouter les humains » demanda le délégué chasseur d'os. « Vous admettez être plus faible que nous tous. Qu'est-ce qui vous rend meilleur en matière de guerre ?» Le docteur Frank Miller, le xénopsychologue humain, s'avança. « Nous ne sommes pas meilleurs à la guerre. Nous sommes meilleurs à la coopération. » Et dans les conflits galactiques modernes, la coopération est plus importante que la force individuelle. Il activa un nouvel affichage montrant l'histoire évolutive humaine. La plupart des espèces ont évolué soit à partir de prédateurs, soit d'animaux de proie. Les prédateurs ont développé la force et des instincts agressifs. Les animaux de proie ont développé des capacités défensives et des comportements territoriaux. Ces deux stratégies de survie vous ont naturellement rendu méfiants envers les étrangers. L'écran montrait diverses planètes d'origine extraterrestre et leurs pressions évolutives dominantes. Chacune avait produit des espèces qui étaient soit des chasseurs naturels, soit des défenseurs naturels. Les humains ont évolué différemment, poursuivit Frank. Nous étions des chasseurs persécuteurs. Nous n'attrapions pas nos proies en étant plus rapides ou plus forts. Nous les attrapions en travaillant ensemble et en ne lâchant jamais prise. Un seul humain ne pouvait pas tuer un mammouth, mais 10 humains avec un plan le pouvaient. L'affichage montrait les schémas de chasse des premiers humains. Des groupes d'humains primitifs traquant de grands animaux sur de vastes distances, se relayant pour épuiser des proies individuellement beaucoup plus puissantes qu'aucun d'entre eux. Plus important encore, nous vivions en petits groupes tribaux qui devaient coopérer avec d'autres tribus pour survivre. Nous ne pouvions pas nous fier uniquement à notre propre famille ou ruche. Nous avons dû apprendre à faire confiance à des étrangers, à travailler avec des gens qui pensaient différemment de nous, à construire des alliances avec des groupes qui pourraient être des concurrents demain. Jake Peterson se leva de nouveau, mais cette fois, son mouvement semblait différent. Les extraterrestres le regardèrent avec attention plutôt qu'avec suspicion. Chaque leader militaire humain apprend un principe de base de nos premières guerres, dit-il. Le camp qui maintient une meilleure communication et coordination battra généralement le camp avec de meilleures armes. Nous l'avons vu maintes et maintes fois dans notre histoire. Mais les chasseurs du vide ont de meilleures armes que nous tous réunis, souligna le délégué éthéré. C'est précisément la raison pour laquelle nous devons être meilleurs en coordination, répondit Ben Murphy. Regardez à nouveau leur schéma d'attaque. Ils ne détruisent pas les choses au hasard. Ils ciblent spécifiquement les réseaux de communication et les structures de commandement. Ils veulent que nous nous battions en tant qu'individus parce qu'ils savent qu'ils peuvent nous vaincre individuellement. La capitaine Amy Foster s'approcha de l'affichage tactique. La tentative de sabotage ne concernait pas réellement le cœur énergétique. Il s'agissait de tester si nous allions nous retourner les uns contre les autres sous la pression. Et nous l'avons presque fait, jusqu'à ce que quelqu'un se rende suffisamment vulnérable pour que nous puissions lui faire confiance. C'est le secret, déclara Carol Wright depuis son hologramme. La confiance ne se construit pas par la force, elle se construit par une vulnérabilité calculée. Quand quelqu'un se rend suffisamment faible pour ne pas pouvoir vous faire de mal, il devient sûr de travailler avec lui.
Les délégués extraterrestres se regardèrent les uns les autres. Pour la première fois depuis le début du Conseil, ils ne calculaient pas les niveaux de menace ou ne mesuraient pas la force relative. Ils réfléchissaient à la coopération. Césac fut le premier à parler. Dans la culture zéphirienne, montrer de la faiblesse invite l'attaque, mais les humains montrent de la faiblesse pour inviter l'alliance. L'esprit de ruche ne peut pas comprendre le sacrifice individuel pour le bénéfice du groupe, admit le Mentari. Mais l'humain Peterson a démontré ce concept efficacement. Le champ d'énergie de résonance de victoire se stabilisa en une lueur constante et calme. Peut-être que les protocoles défensifs Vorak empêchent la coopération plutôt qu'ils ne la permettent. Les tactiques humaines exigent un recalibrage des procédures standards, annonça le délégué Gromax. Les hypothèses précédentes sur la force et la faiblesse nécessitent une révision. Jake Peterson regarda autour de la table ces êtres mortellement puissants qui auraient pu le détruire d'une pensée. L'offre tient toujours. Nous pouvons coordonner vos forces individuelles en une stratégie combinée, mais seulement si vous êtes prêt à croire que quelqu'un qui ne peut pas vous menacer pourrait en fait essayer de vous aider. La salle redevint silencieuse, mais cette fois ce n'était pas le silence de la suspicion. C'était le silence d'espèces qui n'avaient jamais envisagé la possibilité que leurs plus grands avantages évolutifs puissent aussi être leurs plus grandes faiblesses stratégiques. Les chasseurs du vide seront ici dans 2 jours, leur rappela l'amiral Cain. Alors, qu'est-ce que ce sera? 2 jours plus tard, le commandant Jake Peterson se tenait sur la passerelle du vaisseau amiral Unité, entouré des guerriers les plus dangereux de la galaxie. Il portait le même uniforme bleu simple, possédait la même tablette de données basique et restait entièrement désarmé. Mais à présent, les représentants de chaque espèce dans la salle ne le regardaient plus avec confusion ou suspicion. Tous attendaient ses directives. Flotte de chasseurs du vide détectée à la lisière du système de Kepler, signala l'opératrice Manturi, ses yeux composés reflétant les affichages tactiques. La ruche confirme l'approche de 847 vaisseaux ennemis en formation d'attaque standard. Leurs éclaireurs ont dû signaler que nos défenses étaient affaiblies, commenta l'amiral Lisaka depuis son poste de communication. Ils approchent avec assurance et agressivité, exactement comme nous l'espérions. À travers la baie vitrée gigantesque, la flotte combinée du Conseil galactique s'étendait en une formation impeccable. Des croiseurs lourds Zafirian ancraient la ligne défensive, leurs canons à plasma se chargeant d'une lumière létale. Les chasseurs d'essaims Manturi dansaient agilement entre les vaisseaux plus imposants, tels des bancs de poissons métalliques. Les barrières énergétiques Vorak érigeaient une carapace protectrice chatoyante autour de l'ensemble de la formation. Position de la phase 1 confirmée, annonça Jake d'un ton posé. Toutes les espèces sont prêtes. Les groupes de combat Zafirian signalent leur engagement imminent, confirma Sistak depuis son trône de commandement. Son agressivité innée était toujours présente, mais elle était désormais entièrement canalisée vers l'ennemi qui approchait. Coordination de la conscience collective à efficacité optimale, bourdonna le commandant de la flotte Manturi. Les 50 000 chasseurs synchronisés et prêts au déploiement. Matrice énergétique, force stable, résonance de victoire signalée. Sa forme cristalline pulsait d'une puissance contenue. Les barrières défensives peuvent être étendues pour protéger les vaisseaux alliés. 1 à 1, chaque espèce confirma sa préparation. Les machines de guerre Gromax activèrent leurs canons massifs. Les récupérateurs d'os préparèrent leurs capsules d'abordage. La Confédération éthéréenne commença à faire transiter ses vaisseaux dans des dimensions alternatives, prêts à frapper sous des angles improbables. La flotte ennemie entre dans la portée maximale, annonça l'opératrice des capteurs. Ils maintiennent une formation standard de chasseurs du vide. Aucun signe qu'ils soupçonnent notre coordination. Jake examina l'affichage tactique, observant l'approche de l'ennemi. Les chasseurs du vide se déplaçaient telle une marée noire, leur vaisseau absorbant la lumière plutôt que de la réfléchir. Ils avaient anéanti 17 systèmes stellaires avec les mêmes tactiques. Accabler les défenseurs par une supériorité numérique écrasante, créer la panique et le chaos, puis détruire méthodiquement tout ce qui restait organisé. « Rappelez-vous le plan », dit Jake calmement.
Laissez-les croire qu'ils gagnent au début. Attirez-les dans le piège. Tous les vaisseaux commencent le retrait tactique, annonça l'amiral Kane via les communications de la flotte. Semblait reculer en désordre. La flotte combinée commença à se replier, mais ce n'était pas la déroute chaotique que les chasseurs du vide attendaient. Chaque espèce se retira, selon ses inclinations naturelles, mais selon un schéma soigneusement coordonné. Les Aphiriens reculèrent lentement, maintenant leur formation défensive. Les Mantouris se dispersèrent dans toutes les directions, perdant apparemment leur cohésion. Les barrières Vorak vacillèrent et faiblirent, comme si elles cédaient sous la pression. Les chasseurs du vide mordent à l'hameçon, rapporta la lieutenante Amy Foster depuis son poste tactique. Ils accélèrent leur avancée et rompent leur formation pour poursuivre ce qu'ils croient être des vaisseaux en fuite. Phase 2, annonça Jake. La retraite apparente s'inversa soudainement. Des chasseurs Manturi qui semblaient s'être dispersés au hasard convergèrent brusquement. Des vaisseaux chasseurs du vide isolés furent cernés par 6 directions différentes. Les canons à plasma Zaphirian, qui s'étaient éteints, rugirent de nouveau, ciblant les vaisseaux ennemis qui s'étaient aventurés trop loin. Les barrières Vorak retrouvèrent toute leur puissance, piégeant des vaisseaux chasseurs du vide avancés, loin de leur force principale. Coup direct sur le vaisseau de commandement ennemi, rapporta Sizak avec satisfaction. Leur coordination est en train de s'effondrer. Mais Jake observait autre chose sur les écrans. Ils s'adaptent plus vite que prévu. Regardez les formations arrière. Ils ne paniquent pas comme leurs éclaireurs nous l'avaient signalé. La flotte de chasseurs du vide se réorganisait, rappelant leurs unités avancées et formant une carapace défensive. Ils avaient compris que leurs renseignements sur les défenses de la station étaient erronés. Nouvelle formation ennemie détectée, bourdonna l'opérateur des capteurs Manturi. Il suppose que nous avons une meilleure coordination que prévu. Phase 3, dit Jake. Montrons-leur à quel point nous sommes réellement coordonnés. Ce qui se produisit ensuite était inédit dans la guerre galactique. Au lieu que chaque espèce combatte selon ses propres tactiques, elles commencèrent à intervertir leur rôle en parfaite synchronisation. Les vaisseaux Zaphirian avancèrent pour remplacer des chasseurs Manturi ayant épuisé leurs munitions. Les barrières Vorak s'étendirent pour protéger les vaisseaux Gromax pendant qu'ils rechargeaient en leurs armes. Même les récupérateurs d'os coordonnaient leurs attaques d'abordage avec les frappes phasiques de la Confédération éthéréenne. Les chasseurs du vide avaient affronté toutes les espèces de la galaxie individuellement. Ils avaient développé des contre-mesures pour l'agression zaphiriane, les tactiques d'essaim Manturi et la manipulation énergétique Vorak. Mais ils n'avaient jamais affronté une flotte où les vaisseaux Zaphiran pouvaient soudainement disparaître dans des dimensions alternatives, ou où les chasseurs Manturi pouvaient se cacher derrière des barrières énergétiques impénétrables, ou où les canons Gromax pouvaient tirer à travers des boucliers phasiques Vorak. La flotte ennemie est en pleine retraite, rapporta le capitaine Ben Murphy depuis sa position. Ils abandonnent leur attaque et se replient vers le système extérieur. Est-ce que nous les poursuivons ? Demanda le commandant de la flotte Gromax, désireux d'une victoire décisive. Non, répondit Jake d'un ton ferme. Laissez-les partir. Ils doivent rapporter ce qu'ils ont vu ici. L'humain Peterson prononce des paroles de sagesse, acquiesça Sistak. La victoire d'aujourd'hui n'a aucun sens si demain apporte des forces ennemies plus importantes. 3 mois plus tard, Jake Peterson se tenait dans une salle du conseil très différente. Celle-ci se trouvait sur Terre, dans la nouvelle académie militaire galactique construite dans les collines proches de Genève. Au lieu de délégués armés assis en cercle méfiant, de jeunes officiers d'une douzaine d'espèces travaillaient ensemble à des stations tactiques partagées. La clé de la coordination multi-espèces, expliquait la capitaine Amy Foster à une classe mixte de cadets, est de comprendre que chaque espèce a à la fois des forces et des points faibles. Votre tâche n'est pas d'éliminer ces points faibles, c'est de s'assurer que les forces d'un autre les couvrent. Un jeune cadet Zaphirian leva la main. Instructeur Foster, comment surmontons-nous les instincts territoriaux naturels lors des opérations conjointes ? Amy sourit. Vous ne les surmontez pas, vous les canalisez.
Vos instincts territoriaux vous rendent excellent pour défendre des positions spécifiques. Associez-vous à une unité Menturi dont les instincts d'essaimage les rendent excellents pour les attaques mobiles. Laissez chacun faire ce pour quoi il est naturellement doué. Dans une autre salle de classe, Ben Murphy enseignait les protocoles de communication. Les Vorak communiquent par des modèles énergétiques. Les Manturi pensent en calcul collectif, et la confédération éthéréenne existe simultanément dans de multiples dimensions. Votre rôle en tant que coordinateur humain n'est pas de les faire tous penser de la même manière, c'est de traduire entre leurs différentes manières de penser. Mais la leçon la plus importante était dispensée dans l'auditorium principal où Jake Peterson s'adressait à la promotion sortante. Des officiers de chaque espèce du Conseil galactique étaient assis ensemble, n'étant plus séparés par des suspicions naturelles. Vous avez tous acquis les compétences techniques de coordination et de coopération, leur dit-il. Mais la leçon la plus importante n'est pas technique, elle est personnelle, dit-il en désignant l'auditoire mixte. Chaque être dans cette salle a évolué pour se méfier des étrangers. Cela a permis à votre espèce de survivre pendant des millions d'années, mais vous faites maintenant face à des menaces plus grandes que ce qu'une seule espèce peut gérer seule. Le secret n'est pas de cesser d'être ce que vous êtes, c'est-à-dire qu'un Zafirian ne devrait jamais cesser d'être agressif. Un Mantari ne devrait jamais abandonner l'esprit de la ruche. Un Vork ne devrait jamais renoncer à sa manipulation énergétique. Il marqua une pause, observant les visages attentifs des jeunes officiers qui affronteraient bientôt des batailles à travers la galaxie. Le secret est de faire de votre force naturelle la protection de quelqu'un d'autre et de laisser leur force naturelle devenir votre protection. La confiance ne consiste pas à devenir faible. La confiance consiste à se renforcer mutuellement. L'auditorium était silencieux, tandis que les cadets absorbèrent cette leçon. Puis une jeune officière Gromax leva sa main mécanique. « Instructeur Peterson, que faisons-nous si nous rencontrons des ennemis en qui on ne peut pas avoir confiance, qui ne comprennent pas la coopération ?» Jake sourit, se rappelant la flotte de chasseurs du vide en retraite du système de Kepler. Alors vous leur montrez ce que la coopération peut accomplir. Parfois, la meilleure façon d'enseigner à quelqu'un la valeur du travail d'équipe est de démontrer ce qu'il perd en travaillant seul. Alors que la cérémonie de remise des diplômes se terminait et que les nouveaux officiers se préparaient à prendre leur poste dans la structure de commandement de la flotte intégrée, Jake reçut un message sur sa tablette. Il provenait de l'amiral Cain, désormais aux commandes de la force de défense de la bordure extérieure. Chasseur du vide repéré dans l'approche d'Andromède. Grande flotte, nouvelle tactique. Ils semblent avoir également appris la coopération. Nous avons besoin de la première promotion de l'Académie prête pour le déploiement. Jake observa les jeunes officiers qui faisaient leurs adieux à leurs instructeurs et se préparaient à quitter la Terre. Des Zafiriens et des Manturi partageant des données tactiques. Des Vorak et des Gromax coordonnant la logistique d'approvisionnement. Des récupérateurs d'os et de la Confédération éthéréenne planifiant des missions de reconnaissance conjointe. « Capitaine Foster », appela-t-il, « préparez la flotte. Il semble que nos étudiants soient sur le point de passer leur examen final. » Mais en observant les équipages multi-espèces embarqués sur leur vaisseau avec confiance et une confiance mutuelle, Jake n'était pas inquiet. La galaxie avait appris quelque chose de nouveau. Il arrive occasionnellement que, face à un adversaire,